Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour un nouvel épisode Pédagogie. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui a facilité au plus grand nombre l'accès à l'exploration ludique de soi et de son couple, Patrick Pruvot, fondateur du Love Store Passage du Désir. Bonjour Patrick. Bonjour Malou. Patrick, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots le concept que tu as créé ? Alors, Passage du Désir, c'est un concept qui a été créé sur un constat assez simple, c'est que j'ai divorcé il y a à peu près un peu plus de 15 ans et je me suis retrouvé, le premier appartement que j'ai trouvé était au-dessus de 2 sex shops rue Saint-Denis. Et j'ai fini par sympathiser avec les tenanciers de ces sex shops qui sont par ailleurs très sympathiques. Mais j'ai assez vite réalisé que cet endroit était quand même peu recommandable, dans le sens peu avenant surtout. Et que, en discutant avec eux, en tant que marketeur, parce que je venais de la publicité, j'ai été assez halluciné sur le fait qu'ils expliquaient qu'ils ciblaient les femmes cis et que jamais elles ne venaient dans ces endroits pour acheter quoi que ce soit. C'était l'époque aussi où commençaient à sortir des premiers sextoys qui étaient plus, entre guillemets, friendly pour tout le monde, c'est-à-dire les petits canards, les rabbits, c'était à l'époque des premiers rabbits de Sex and the City, et les gens, il y avait une recherche pour ces produits-là qui était absolument pas honorée par ces sex shops qui ont, pour moi, un gros défaut, c'est qu'ils mélangent deux choses complètement différentes, à savoir l'érotisme, au sens noble du terme, et la pornographie. Alors, pour moi, c'est comme vendre des balançoires et des cercueils au même endroit, ça n'a absolument rien à voir. Dans le sens où la pornographie, c'est quand même plus, on est quand même plus dans l'idée d'une certaine pratique solitaire ou parfois même frustrant pour les hommes cis, frustration entre guillemets, alors que l'érotisme, c'est quelque chose quelque part de super positif dans le couple, de chercher à renouveler sa relation intime et l'entretenir. Donc l'idée de base, c'est de scinder ces deux univers pour créer des boutiques qui parleraient que d'érotisme au sens noble, en faisant la sélection des produits, une sélection de produits qui pourraient s'adresser à tout le monde, et les positionner... Donc dans une rue plutôt principale où il y a du passage, et pas caché dans une petite ruelle sombre. Voilà, ça c'est vraiment l'idée initiale, c'est que si on scinde l'érotisme de la pornographie, il n'y a aucune raison d'avoir honte de rentrer dans une boutique comme ça. Après, il y a quand même quelques difficultés, c'est que dans l'imaginaire français, le sex shop est tellement associé à cet univers-là que nous, on peut pas employer le terme de boutique érotique, par exemple. Si on met boutique érotique sur un passage du désir, il y a des gens qui vont demander s'il y a des cabines, par exemple, immédiatement, ou s'il y a du poppers, ou s'il y a des choses, ou des poupées gonflables, etc. Donc il a fallu complètement réinventer un vocable de quelque chose qui partait de rien. Donc on a parlé non pas de sex shop, mais de love store. Donc love, on parle d'amour avant tout, et non pas de sexe. Et pas de shop qui est dans l'imaginaire quelque chose de fermé avec des rideaux à l'époque, mais de store qui est quelque chose de plus conceptuel, de plus ouvert et de plus accessible. Donc l'idée initiale, c'est de créer une boutique érotique, nouvelle génération, et qui pourrait parler de manière extrêmement mixte aux hommes cis, aux femmes cis, il y a tous, contrairement à ces sex shops qui étaient très ghettoisés. Donc une différence entre probablement un sex shop et nous également, c'est que on est ultra sélectif dans les produits qu'on vend. Alors on trouve un peu tout et n'importe quoi, notamment aussi sur des sites internet de concurrents que je ne citerai pas par décence, où ils mettent un peu tout ce qu'ils trouvent et quelque part c'est aux clients de faire le tri, cliente. Nous, on sélectionne sur le volet les produits qu'on vend et on les vend en notre âme et conscience. C'est-à-dire que un mauvais produit avec une grosse marge ou lucratif sera jamais mis en avant chez nous. Ce qui nous importe, c'est la satisfaction du client, et il y a suffisamment
de produits intéressants et créatifs pour ça, sans avoir à vendre tout et n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi pour toi, par exemple? Il y a beaucoup de sextoys qui vendent des fonctions qui fonctionnent Des pas. sex shops? Pardon? Il y a beaucoup de sex shops qui vendent? Non, il y a beaucoup. En fait, si tu veux, il y a un gros tri à faire, par exemple, sur les sextoys. Il y a énormément de produits qui fonctionnent pas. Okay. Qui sont limite blessants. On a déjà vu des boules de geisha avec des picots où les clients nous disaient mais c'est insupportable, et c'était des best-sellers dans certains sex shops. Alors je sais pas s'ils vendaient au Mazo à l'époque, mais bon. C'est possible. Non, je pense pas, non. On fait du tri sur les jeux, par exemple. Les jeux, il y en a plein qui sont de très mauvais goût. Il y en a certains qu'on a dû réécrire parce qu'il y avait des questions absolument inacceptables. Par exemple quoi? Pour toi, qu'est-ce qui est inacceptable dans ce genre de jeu? Les jeux dits coquins ont souvent été écrits il y a 10-15 ans avec des regards sur la sexualité qui ont pas du tout évolué, donc ils sont pas du tout adaptés aux réflexions sur le genre. Des fois même, il y a des choses qui sont choquantes en termes de consentement. Tout ça a des fois mal vieilli, mal évolué, et heureusement les mœurs ont changé pour qu'on soit beaucoup plus vigilant sur ces questions-là, et nous on les laisse pas passer, quoi. Donc même si un jeu est très populaire et qui respecte pas l'inclusivité, par exemple, il sera pas vendu chez nous. D'accord, donc du coup on part du principe que Passage du Désir n'est pas un sex shop mais plus un love store. Et c'est un love store, alors on a réinventé un vocable parce que Pigalle a piqué notre thème de love store. Maintenant ils ont écrit ça sur tous les sex shops. Donc maintenant on parle de boutique de cadeaux pour les grands. Ouais. Que je trouve assez sympa comme appellation, parce qu'après tout, un des avantages de Passage du Désir, c'est de dédramatiser tout ça, et avant tout, ce sont des cadeaux, les gens se font des cadeaux en couple, ou même des cadeaux tout seuls, et c'est ça qui... et l'idée de dire c'est une boutique de cadeaux pour les grands, il y a un petit clin d'œil sympa, sans qu'on ait besoin de parler de manière trop frontale de sexe. D'accord, ok. Donc c'est quand même un concept assez novateur, de casser avec l'image du sex shop et de créer du coup un love store, plus pour casser un petit peu l'image négative qu'on pourrait avoir et la peur en fait de rentrer dans une boutique. Alors c'est un concept qui est d'ailleurs relativement unique au niveau mondial. On a gagné il y a 3 ans l'Oscar l'X-Bis du meilleur concept international, qui a été remis à Los Angeles, à notre grande surprise. On a été agréablement surpris parce qu'en fait, effectivement, le fait de reprendre de la hauteur et de parler avant tout d'amour, dont la relation intime est forcément partie prenante, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Donc c'est un French concept, on va être un peu prétentieux. Mais qui est du coup, au niveau marketing, est quand même assez vendeur. On a quand même une image un petit peu romantique en France. Voilà, on garde des produits romantiques dans les boutiques, on y tient. Alors c'est pas ce qu'on vend en principal, mais s'il y a des petits cœurs, des choses comme ça, etc. Parce qu'il est pour nous important de dire qu'on parle avant tout de la relation. Et le parallèle que j'ai fait quand j'ai créé l'enseigne, c'est de dire que Nature et Découverte vendait tout ce qu'il y avait autour de la nature, et Passage du Désir vend tout ce qui est autour du thème de l'amour. Et forcément, il y a une demande qui est plus orientée sur le coquin que le romantique. Non pas parce que les gens sont pas romantiques, mais parce que c'est le seul endroit où on peut acheter un sextoy ou un lubrifiant de manière complètement décomplexée, avec des conseils extrêmement pointus. Donc nos conseillères sont vraiment, vraiment très, très fortement imprégnées des valeurs de la marque, de ce qu'il faut, comment parler aux gens sans les mettre mal à l'aise, etc. D'aborder des sujets de sexualité assez frontaux sans pour autant être déplacé. Un exemple, quand j'ai cherché une huile de massage pour mon couple, je me suis rendu compte que la pharmacie en vend, mais sentent le camphre, on a l'impression d'être malade quand on masse avec. En fait, des choses, je ne parle pas de sextoy, etc., de choses frontalement sexuelles, des simples éléments de bien-être dans le couple n'étaient pas du tout couverts dans le commerce traditionnel. Donc d'où l'idée de monter quelque chose qui serait un peu différent.
Donc tu es parti aussi d'une de tes expériences personnelles pour avoir l'idée de fonder ce nouveau concept. Oui, ça part souvent d'une expérience personnelle, d'autant que en fait, j'avais plus ou moins laissé tomber l'idée parce que c'était extrêmement compliqué. C'est très très compliqué de monter une enseigne de rien dans une rue bien placée. Et en fait, j'ai déménagé dans une autre, donc un deuxième déménagement, Passage du Désir, qui est en fait une rue dans le 10e arrondissement de Paris. Et là, j'ai fait ma crémaillère et tout le monde m'a dit « Mais quel nom magnifique !» Alors avant, j'habitais avenue du Général Leclerc, personne ne s'intéressait à mon adresse. Là, tout le monde a trouvé ça superbe. Et à 6h du matin, bien tassé, à la fin de la soirée, j'ai été voir sur le site de l'INPI si Passage du Désir était déposé en tant que marque. Et j'étais absolument très surpris de voir que c'était absolument le mot désir n'était pas déposé dans aucune classe. C'est-à-dire que Passage du Désir a été déposé dans 16 classes. Donc on peut faire des hôtels, des restaurants, des articles divers et variés. Parce que en fait, le mot désir, qui était le mot que moi j'utilisais quasiment quotidiennement dans la publicité à toutes les sauces, il n'était pas préempté en distribution, entre guillemets. Il y a quand même une grosse pudibonderie sur tous les articles de bien-être intime. Même les pharmacies sont pas à l'aise avec ces univers-là. Carrefour, quand ils en vendent, ils ont un rayon intime avec du lubrifiant Durex et quelques marques diverses et variées, mais on sent qu'ils sont pas du tout à l'aise avec cet univers. Mais même nous, en tant que consommateurs, on peut se sentir gêné d'être dans ce rayon-là et de chercher un lubrifiant, une boîte de préservatifs, quoi. Il y a encore ce côté de nous, en tant que consommateur, on peut être un peu stressé, on peut avoir peur de l'image qu'on dégage sur quelque chose qui, au final, est totalement naturel. Exactement, donc on va bien sûr parler du poids judéo-chrétien, de la culpabilité, du plaisir, etc. Mais il y a quand même un poids particulièrement élevé en France de tout ça, c'est que il y a l'histoire du français du sex shop rend ses produits encore plus intimidants parce que le sex shop glauque à la française est une spécificité française qui n'existe pas en Belgique, par exemple. Les Belges vont en couple dans un sex shop de manière complètement décomplexée. Et le sex shop n'est pas aussi glauque que le sex shop à la française, à l'ancienne. Il y a quand même une différence de mentalité entre les pays en Europe. Est-ce que tu pourrais faire une comparaison justement entre la France et d'autres pays en fonction de leur consommation de sextoys, de comment ils voient la sexualité ? Alors quand j'ai démarré, d'ailleurs ça m'a beaucoup inspiré. J'ai fait ce qu'on appelle un benchmark en marketing. Donc j'étais en Allemagne, en Angleterre, etc. J'ai essayé de comprendre les logiques de tout ça. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une différence entre les pays protestants et catholiques. Donc il y a une différence nette. C'est-à-dire que les protestants ont plus, les pays de culture protestante sont plus à l'aise avec la sexualité. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a des degrés de maturité d'un pays à l'autre, donc et il y a aussi l'historique local. Donc nous, il faut savoir que le sex shop, c'est assez intéressant, c'est que les premiers sex shops français ont été créés dans les années 70, boulevard Saint-Germain, par des femmes cis, de manière extrêmement décomplexée. À l'époque, il n'y avait pas de DVD ou de vraie pornographie au sens où on l'entend aujourd'hui. Et c'était des boutiques ultra couple-friendly. Et finalement, le législateur français a considéré une forme de retour à l'ordre moral, a imposé l'opacité de ces boutiques, qui est une spécificité française, et a créé une TVA spécifique à 33%. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire une taxe sur la luxure, entre guillemets. Donc, le législateur français a marginalisé l'univers de l'érotisme au sens noble du terme. Ou ils ont peut-être senti aussi qu'il y avait de l'argent à se faire. Enfin, c'est quand même un sujet, la sexualité, qui a toujours quand même fait... Ah bah la sexualité, oui, c'est un sujet qui est relativement universel, mais à l'époque, non, c'était vraiment des motifs, entre guillemets, dits moraux, quoi, parce que je sais pas pourquoi le législateur français a toujours été extrêmement réticent par rapport à cet univers. Et à l'opposé, moi j'avais regardé du coup qu'il y avait des pays scandinaves qui avaient décidé de rembourser l'achat des sextoys. Alors les Scandinaves ont toujours été beaucoup plus à l'aise avec la question du sexe, mais la question du rapport au corps aussi. C'est pas une légende qu'ils sont tous... enfin, la nudité est beaucoup plus
beaucoup plus naturel là-bas. Effectivement, ils sont beaucoup plus en pointe que nous sur sur la sexualité et les sextoys et tout cet univers. C'est complètement naturel pour eux, à point que certaines équivalents de sécurité sociale remboursent certains sextoys. Pour le bien-être, au final. Pour le bien-être. Alors, c'est vrai que nous, en France, la Sécu rembourse beaucoup de psychotropes et qu'on est les champions du monde de consommation. Peut-être que c'est eux qui ont raison et que certains sextoys pourraient remplacer certains médicaments. Pourquoi pas, après tout. Oui, tu penses qu'il y aurait une vertu thérapeutique aussi à pouvoir se faire du bien, à pouvoir... Il y a inévitablement une vertu thérapeutique. D'ailleurs, c'est une de vos valeurs chez Passage du Désir aussi. Tout à fait, le fait de dire que tout ça contribue au bien-être et au fait que les gens soient détendus, et bien évidemment, ça fait partie de nos valeurs. Notre principale qualité, entre guillemets, c'est l'accessibilité, puisqu'on fait tout pour que les gens se sentent à l'aise avec ces produits. Alors c'est aussi pour ça qu'on parle de développement durable du couple. D'accord. Parce que la finalité de tout ça, c'est que ça se passe bien dans le couple. On sait très bien qu'on a aussi des célibataires dans nos clients, mais en gros, le fait de replacer ça sur un niveau plus haut, qui est simplement qui est plus haut que simplement le plaisir sexuel, c'est extrêmement décomplexant, puisqu'après tout, avoir envie d'avoir une vie intime épanouie, c'est plutôt positif pour tout le monde. Ça ne dégrade pas la planète. Ça fait que les gens font moins la gueule dans le métro. Enfin, il y a plein de vertus extrêmement positives. Mais oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser... j'aimerais bien que tu transmettes un petit message. J'ai rencontré certains hommes cis qui avaient des petites réticences à utiliser des sextoys dans leur couple, avec leur partenaire, parce qu'ils avaient peur, en gros, de ne pas être vus comme performants à côté d'un objet, de ne pas être vus comme une personne pouvant apporter du plaisir naturellement. Il contribue au plaisir de sa partenaire pour être un amplificateur. Il permet d'aller chercher, de casser la routine, parce que quelque part, certains sextoys permettent d'exploiter des voies qu'on n'exploite pas spontanément. Mais c'est vrai que l'homme cis latin a quand même une tendance à considérer le sextoy comme un compétiteur. Et ça nous fait parfois beaucoup rire dans les boutiques, parce que certains veulent prendre le truc le plus petit possible quand ils sont en couple. Enfin bon, on dit rien, mais toujours cette pression sur la taille au final. Il y a une pression sur la performance, sur la taille, etc. Et autant quand j'ai démarré les boutiques, il y avait un manque d'informations sur la sexualité énorme. Ce manque-là, il a été en partie compensé par Internet, mais oui et non, parce qu'il y a aussi... Comme vous le savez, la YouPorn Generation qui pense que la pornographie, c'est la manière normale d'avoir une vie intime, et qu'il y a aussi des codes qui sont faussés aujourd'hui. Et finalement, on se rend compte que les choses n'ont pas tant que ça changé sur la vision de la sexualité, de la performance, de ce qu'on peut faire, pas faire, de ce que... Donc il y a encore beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a des tabous, par exemple, qui te viennent à l'esprit, qui perdurent encore, alors, si on parlait des hommes cis, oui, il y a encore beaucoup de tabous, puisque finalement, le sextoy pour les hommes cis est perçu comme une défaite sociale, et tout ce qui est anal est perçu comme potentiellement un révélateur d'une homosexualité cachée. Enfin voilà, il y a encore... on traîne encore des gros malentendus sur la sexualité en France, et ça évolue doucement mais sûrement. D'accord. Toi, tu as commencé quand, du coup, à fonder Passage du Désir ? Ça remonte à combien de temps ? C'est vieux, ça a 15 ans. 15 ans. Enfin voilà, ça a 15 ans, je suis assez fier que ça reste une marque qui reste dans l'air du temps, puisque on a fait un gros travail aussi sur la pédagogie, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a une grosse demande. On s'est rendu compte que en fait, indépendamment du fait, certes, on est une entreprise commerciale comme une autre sur certains aspects, mais on est très très animé par une mission de vulgarisation et de discussion sur la sexualité, parce que
très vite, dès la première boutique que j'ai créée, on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment envie d'en parler de manière décomplexée, pas comme ils pourraient en parler, même avec voilà, ils en parlent pas en famille en général, mais des fois, on sent que le regard des copines ou des copains, quand on en parle, les gens n'osent pas complètement dire la vérité. Et le sexologue, on va le voir uniquement quand on a un problème massif ou technique. Et finalement, la sexualité, on n'en parle pas à l'école, pas assez d'ailleurs. On n'en parle pas en famille, on en parle de manière faussée avec ses amis, et Passage du désir est devenu assez naturellement un territoire d'expression où les gens nous confient des choses très très intimes, spontanément. Et ça a créé un dialogue qu'on a trouvé passionnant et qu'on a décidé de relayer un peu sur les réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Oui, je vois que vous avez une communauté très fidèle et super active sur Insta. Ouais, vous êtes très suivi, puis vous abordez des sujets en fait, qui touchent énormément de monde, hein. Notamment par rapport au consentement, au plaisir solo ou à plusieurs. Comment dire « je te désire »,« je t'aime », d'une façon simple, touchante, ludique. Comment tu pourrais expliquer du coup que ces thématiques-là sont de plus en plus en vogue et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont envie de s'éduquer, de se renseigner sur ces sujets? Alors, il y a une vraie appétence sur tous ces sujets parce qu'ils ont toujours été très très mal traités. À un moment, il y avait les magazines dits féminins qui en parlaient, mais de manière complètement... finalement, ils étaient très patriarcales dans leur manière d'en parler. Ah oui, tout à fait. Et il y a assez peu de sources d'informations. Donc, nous, on a commencé à le faire et... il y a aussi un énorme boulot qui a été fait par certains créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je pense que ces questions-là étaient présentes depuis toujours, mais que les gens n'osaient juste pas les poser. L'interaction des communautés fait qu'on ose les poser parce qu'on se rend compte qu'on est rarement le seul à avoir ce sujet-là sur la table et que donc on peut aller chercher l'information parce que c'est plus du tout honteux, on n'est pas le seul à penser ça. Les gens, même, j'ai vu qu'ils n'hésitaient pas à commenter aussi sur les posts. Donc, c'est pas forcément que des questions privées, c'est aussi des questions qui sont publiques. Ou sur Instagram, on peut aller voir leur profil, on peut voir leur tête. Donc, il y a une certaine décomplexisation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par rapport au sujet. Et toi, est-ce que tu as des idées qui te viennent de retours que vous avez eu du coup de la communauté ou des questions touchantes que vous avez reçues ou des retours positifs sur la manière dont vous abordez la sexualité? Alors les choses les plus touchantes, c'est qu'en fait, on a des retours d'expérience de personnes. Moi, le truc qui m'a le plus touché, c'est une personne de 83 ans qui vient, qui s'adresse à nous en disant voilà, mon compagnon n'a plus de désir. Alors certes, il a 50 plus que moi, mais franchement... ça se passe moins bien qu'avant. Est-ce que vous pensez que si j'achète un sextoy, ça pourrait raviver la flamme, etc. En fait, c'est extrêmement touchant de voir que on peut toucher, on peut parler même des personnes qu'on n'attendrait pas comme étant des clients de Passage du désir se manifestent grâce à tout cet univers qu'on a pu créer et qui fait que c'est transgénérationnel de pouvoir enfin parler de sexualité de manière naturelle. La sexualité c'est pas n'emmène pas ne crée aucune nuisance tant qu'elle est faite dans le consentement général. Donc voilà, donc enfin on peut en parler naturellement. Du coup, Patrick, tu m'as dit donc que ça faisait 15 ans que tu avais monté l'enseigne. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, une galère qui t'est arrivée dans les prémices quand tu as commencé à monter la boîte? Ah bah il y a eu plein de galères, hein. Là, je pense que je pourrais écrire un livre sur les galères de monter un business qui parle de coquins en France, de la banque qui veut pas ouvrir un compte en banque, de les pages jaunes qui veulent pas donner le numéro de téléphone parce que c'est un sex shop, des voisins qui écrivent non au sex shop à la bombe dans le couloir de la première boutique avant l'ouverture en pensant que ça va être un truc glauque. C'était dans quel quartier la première boutique? C'était rue Saint-Martin,
rue Saint-Martin à Paris, donc l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Exactement. Où j'étais caché dans la cave le matin et le soir parce que j'avais peur de croiser les voisins avant l'ouverture de la première boutique. Ah ouais, donc il voyait ça comme une menace au final, comme si ça allait apporter du coup une clientèle pas forcément... Oui, en fait, il y a une notion de nuisance de la part de sous-jacente dans la loi qui est le sex shop, tel qu'on l'entend dans la loi, pourrait faire venir des pervers, entre guillemets. Hein. D'accord. Donc je sais pas s'ils imaginent des gens nus sous des impairs, etc. Mais en tout cas, les gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui se soucient de leur sexualité, donc c'est des monsieur et madame tout le monde en gros. Hein. Si tu veux que je te parle d'une anecdote un petit peu touchante que j'ai vécue au tout début de Passage d'Isère, c'est le premier dimanche où j'ai ouvert cette première boutique où on se trouve rue Saint-Martin. J'étais tout seul parce que j'avais absolument pas les moyens de payer quelqu'un en double à l'époque. Hein. C'est moi qui tenais la boutique et une femme cis est venue et m'a demandé un plug anal. Et alors moi-même j'étais rouge, j'y connaissais rien, enfin c'était le tout début quoi. Donc j'ai dit voilà, il y en a deux, il y a un petit et un gros, c'est quoi la différence? Bah celui-là est petit, celui-là est gros. Bon, heureusement on a progressé dans le conseil, hein, je vous le confirme. Mais à l'époque c'était vraiment balbutiant et on n'avait personne pour nous expliquer les produits d'ailleurs. Mais donc la dite cliente me demande, je vais prendre le plus petit. Parce que, en fait, je déteste l'anal. C'est juste que mon compagnon est un grand fan de films porno et me dit que je suis pas normal parce que j'aime pas l'anal. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc quel est mon rôle? Est-ce que je dois faire commerçant? Donc je vends un plug, c'est cool, j'ai gagné 20 €. Ou est-ce que je dois l'ouvrir et dire ce que j'en pense? J'ai été un peu, effectivement, déstabilisé par ce point de vue de la cliente et je lui ai dit, écoutez, c'est peut-être pas ça qu'il vous faut, hein, si vraiment il y a un sujet, est-ce que vous aimez vraiment votre compagnon? Mais à ce moment-là, j'ai un livre qui était à l'époque de la Musardine, j'ai acheté plutôt Oser la sodomie, et sachez que c'est un sujet dont vous devez parler et l'idée de prendre un plug pour vous habituer alors que vous n'aimez pas l'anal est pas forcément la meilleure idée et puis il y a plein d'autres gens qui n'aiment pas l'anal donc j'ai perdu une vente, hein, j'ai raté en vente de plug mais je me suis dit je suis droit dans mes baskets et là la femme cis en question me dit d'ailleurs j'ai jamais eu d'orgasme non plus et mon compagnon s'intéresse pas vraiment à mon plaisir parce qu'il a pas oublié son ex machin. Et là, je suis parti dans un truc, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je réponds à ça? Dingue. Et finalement, à l'époque, je lui ai vendu pour 2 €, hein, donc j'ai fait une bonne affaire commerciale, une petite bougie qui s'appelait Oublie ton ex, et qui consistait à ramener cette petite bougie d'un personnage de femme, hein, cis, et de la brûler devant son partenaire pour symboliser l'oubli de l'ex. Et donc et je lui ai conseillé également à l'époque un sexologue qui était un de mes amis pour pouvoir éventuellement aborder le sujet de certaines pratiques ou de la sodomie avec son conjoint parce qu'elle m'avait dit qu'elle l'aimait quand même, ouais. Malgré certains aspects et je pense qu'on ne doit pas porter du jugement là-dessus. Et voilà, donc très vite j'ai réalisé qu'il y avait quand même un aspect potentiellement pédagogique dans notre métier et que il fallait trouver il fallait pas raisonner en tant que commerçant basique, sachant que je pense que si j'ai raté la vente d'un plug cette fois-là, je suis sorti avec la conscience tranquille et deux, j'imagine que cette personne a parlé en bien de Passage du Désir derrière en disant voilà c'est des gens qui sont honnêtes et qui sont là pour vraiment répondre aux questions des gens qui rentrent quoi. C'est ce qui explique votre succès aussi. Hein. Alors c'est une ligne qu'on a toujours gardée et qu'on garde encore aujourd'hui plus que jamais. Et du coup en tant que fondateur d'une marque Love Store, est-ce que tu as été confronté à des propositions de partenariat un peu farfelues? Parce que ça a dû réveiller quelques fantasmes aussi, de part et d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu frapper à ta porte, qui t'a proposé un projet
Alors, le truc le plus rigolo qu'on ait eu, c'était Coca-Cola, parce qu'ils lançaient un energy drink et ils voulaient faire brancher, donc donc ils ont fait une soirée aux chandelles dans un club échangiste. D'accord. Et donc ils ont proposé des produits Passage du Désir. On a été extrêmement surpris que Coca-Cola nous appelle. Eh ben ouais. Bon, alors à l'époque, je pense qu'ils faisaient du sex washing, je sais pas comment on appelle ça, mais montrer qu'ils étaient dans le coup. On a eu des trucs assez rigolos. C'était quand juste Coca? C'était à quelle période? C'était il y a un bout de temps, c'était il y a une dizaine d'années. D'accord. Et parce qu'il y a eu une mode des clubs échangistes à un moment, donc voilà, il y a des marques qui essayent de redevenir dans le coup. Enfin, cela dit, Coca-Cola, c'est quand même une marque qui est relativement pointue sur les jeunes, mais il y a des marques qui essayent de se racheter de la modernité en étant partenaire de Passage du Désir. Ça c'est assez sympa. Après, vous êtes un concept assez novateur aussi, donc ils ont voulu aussi surfer sur... Oui, bien sûr, oui. On a fait Nokia, on a fait des trucs assez étonnants à l'époque. Nokia, vous avez fait quoi par exemple? On a fait un coffret de téléphone spécifique co-brandé. Avec la fonction vibreur, tout ça, ils ont joué avec ça? Ouais, il y avait la fonction vibreur, bien sûr. Non, après, dans les trucs, dans les choses anecdotiques et assez drôles, c'est qu'on a régulièrement des courriers des marins, des sous-mariniers. D'accord. Qui expliquent qu'ils partent 6 mois sous l'eau et qu'ils n'ont rien à faire là-bas et qu'ils aimeraient bien qu'on les sponsorise sur certains objets. Enfin, il y a des trucs assez rigolos, oui. Et ça, vous avez accepté? On avait accepté à l'époque, oui. Super. Il y a un partenariat où vraiment ça rentrait pas du coup dans votre ligne Des fois, on est un petit peu embêté parce que typiquement, on a Glidden qui est venu nous voir et en fait, ils sont hyper sympas. Qu'est-ce que c'est Glidden? Glidden, c'est un site de rencontres extra-conjugales. D'accord. Et ils expliquent que la rencontre extra-conjugale contribue au fait que les couples tiennent plus longtemps parce que du coup, c'est une espèce de soupape de sécurité. Et ils sont très très puissants sur les réseaux, mais bien évidemment, c'est compliqué pour nous de dire qu'on est la marque du développement durable du couple. Et de travailler avec eux. C'est pas du tout un jugement moral, mais on prend nos marques clairement sur certains partenaires. Et du coup, Patrick, pour Passage du Désir, est-ce que vous avez des nouvelles perspectives, des idées pour la suite? Alors, on veut continuer à travailler sur la pédagogie. Alors, c'est quelque chose... Pour être franc avec toi, Malou, au début, je refusais de faire de la pédagogie parce que je considérais qu'on était juge et partie en tant que commerçant. Et je trouvais que c'était pas honnête de faire de la pédagogie parce qu'en gros, ça aurait pu consister à dire voilà, vous avez un problème d'orgasme, etc. On a la solution, c'est 50 €, merci de passer en caisse. Oui, et pendant très longtemps. Sur l'argent aussi, du coup. Ouais, mais voilà, je trouvais ça délicat en tant qu'entreprise de prendre la parole sur la pédagogie. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme demande là-dessus. Qu'il y avait de plus en plus de gens qui en parlaient sur Instagram et que ça intéressait tout le monde et que nous, finalement, on avait énormément de bandes passantes disponibles pour ça parce que on a à peu près on a fêté notre 2 millionième client cette année, donc il y a 2 millions de personnes qui sont venues chez nous, dont à peu près la moitié sur Internet et la moitié en boutique, donc sur passageduDésir.fr, là on leur parle moins, mais en boutique, on a des dizaines de milliers de personnes qui viennent chez nous tous les mois et beaucoup abordent leur propre sujet de sexualité. On s'est rendu compte que les gens avaient des questions relativement basiques auxquelles ils ne trouvaient pas de réponse objective. Donc les prochaines étapes, c'est de continuer sur cette voie pédagogique. On a fait chez Albin Michel, vive le plaisir, fuck la routine. Donc ça, c'est quand même une belle étape aussi. Je suis assez fier de ça. Trop bien. L'art de sexer en toute complicité. Et ce podcast est une étape supérieure au fait que Passage du Désir devient aussi un média et pas uniquement un bête, enfin un commerçant, quoi. Il échange avec une communauté, il crée des produits autour des désirs des gens parce qu'on on est en train de créer pas mal de jeux. L'univers se résume pas au sextoy, heureusement. Donc on va aller plus loin encore dans cet échange avec la communauté pour mener une mission de vulgarisation et de mise à l'aise de tout le monde sur la sexualité. Donc c'est c'est une vraie mission qui nous inspire. Et le podcast, je suis ravi de le faire parce que il y a énormément de choses intéressantes à raconter sur le sujet.
Merci beaucoup Patrick, c'était un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec tous nos auditeurs et nos auditrices. Ça a été vraiment un plaisir, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Oui, super, merci Malou. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagojoui, animé par moi-même, Malou Monroe, et conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple. Vous pouvez retrouver Passage du Désir en boutique et sur internet, mais aussi via leur Instagram, où ils sont à l'écoute de vos suggestions pour de futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.